Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Au sommaire, le Libéria, élu avec 61,5% des suffrages au second tour de la présidentielle. George Weah a prêté serment cette semaine à Monrovia. L'ancienne gloire du football succède à Ellen Johnson Sirleaf, première africaine élue chef d'État. En RDC, le bras de fer entre le pouvoir et l'Église catholique se poursuit. Le comité laïque de coordination réclame le respect de la Constitution par Joseph Kabila. Des manifestations pacifiques réprimées par les forces de l'ordre ont eu lieu dans plusieurs villes. Le pape François se dit préoccupé par la situation. La troisième fois aura été la bonne pour la légende du football africain qui devient le deuxième président élu du Libéria, pays qui a connu durant près de 2 décennies une sanglante guerre civile. George Weah succède à Ellen Johnson Sirleaf, première africaine à accéder à la magistrature suprême. Une fois de plus, c'est une belle leçon de maturité politique que donne ce petit pays. Pourtant, au lendemain du premier tour, Hassan Diop, on a craint le réveil des démons de la division. Oui, en effet, oui, parce que d'abord la Cour suprême a mis du temps pour avaliser le premier tour, parce qu'il y avait eu des contestations, notamment de rivaux politiques de George Weah, dont le vice-président sortant, donc qui était du même parti que Ellen Johnson Sirleaf, la sortante, qui ne pouvait pas se représenter, on le sait, parce que il y a la limitation donc à 2 du nombre de mandats présidentiels au Libéria. Alors, l'arrivée de George Weah, effectivement, est une preuve de maturité. On utilise beaucoup ce terme. En tout cas, c'est une preuve de démocratie qu'il y ait eu cette alternance dans ces conditions. Il a fallu 3 fois, effectivement, pour que le sénateur Weah devienne le chef de l'État. On avait évoqué d'ailleurs cette situation, je crois, sur ce plateau même, ou sur RFI. Il y a une portée symbolique d'abord. C'est effectivement l'arrivée d'un natif, c'est-à-dire d'un Libérien, on peut dire pure souche indigène, alors que le pays finalement était aux mains de cette élite afro-américaine depuis le 19e siècle, des métis. Depuis que cet État a été créé par ceux qu'on surnommait les Congos, donc arrivés des États-Unis, d'où le mot Libéria, liberté, Monrovia, qui nous renvoie au nom du chef d'État américain à l'époque où cet État a été créé. Autre symbolique, c'est comme vous l'avez dit, c'est une femme qui passe la main à un homme, une femme sortie de Harvard, ancienne élève, économiste, passée par la Banque mondiale, prix Nobel de la paix, n'en jetez plus, puis de l'autre, ballon d'or, meilleur footballeur, pourquoi pas. Voilà, 2 personnalités fort contrastées. Là aussi, c'est à saluer, c'est que le choix des Libériens ne tient pas forcément compte de l'origine sociale, mais plutôt des programmes, peut-être aussi le désir de changer. Et de ce point de vue-là, ça a réussi. Et puis enfin, au moment de sa prestation de serment, on a constaté qu'il y avait la présence de plusieurs chefs d'État africains, notamment d'Afrique de l'Ouest. Les plus importants étaient là, Macky Sall, Alpha Condé, Alassane Ouattara, etc. Le Ghanéen également. Le Ghanéen, même Sassou Nguesso est venu de sa lointaine Brazzaville pour assister donc à cette prestation de serment. Donc c'est bon signe. C'est peut-être aussi, ça illustre le fait que les chefs d'État vont sans doute lui prêter l'attention et le respect requis, même si c'est une ancienne gloire du football. Donc tous ces aspects-là sont réconfortants. La seule chose, encore une fois, qui me fait tiquer et qui fait tiquer beaucoup de monde, c'est comment il va réussir à appliquer son programme. Ouais. Alors comment va-t-il réussir, Louis Magloire Kemayou? On a vu que pour gagner au second tour, George Weah s'est allié avec Jewel Howard Taylor, l'épouse de l'ancien chef d'État, Charles Taylor, du Front National Patriotique, une alliance que les électeurs n'ont pas toujours comprise. Le fait est que jusqu'à présent, rien n'a été prouvé concernant la femme de Taylor sur la guerre de pratiquement 14 ans. On lui a prêté un rôle quand même. Hein? On lui a prêté, mais jusqu'à présent, rien d'officiel n'a été sorti la concernant, ce qui aurait pu faire que George Weah se dise « je ne vais pas avoir un accompagnement qui va me peser trop lourd dans la campagne ». Donc ça a été un choix, je pense, politicien, un bon choix.
qui lui a permis de gagner. Et maintenant, l'enjeu, c'est celui de réussir à développer son pays. Parce que, mine de rien, au Libéria, 94% des personnes qui travaillent, des actifs, sont encore en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'ils gagnent moins de 2 dollars par jour, ce qui est quand même assez grave. Et on en est encore à une population qui est très employée dans le secteur de l'agriculture, notamment concernant les VA, concernant le bois. Et 14 ans de guerre civile, ça laisse des traces. Jusqu'à présent, le pays n'a pas donné de gage d'en être sorti. Donc les enjeux sont économiques, les enjeux concernent aussi la politique foncière du pays, qui jusqu'à présent n'a pas été révisée. Et puis, il y a toute la réconciliation qu'il doit y avoir entre les anciens dominants. Ce n'était pas l'apartheid, mais on n'en était pas très loin entre les anciens dominants et aujourd'hui, la majorité de la population qui se reconnaît à travers George Weah. Donc, les enjeux sont très importants en interne, mais ils resteront tout aussi importants à l'international. Parce que même en termes d'intégration au sein de l'Union africaine, je pense que la Côte d'Ivoire, par exemple, aimerait bien avoir de bonnes relations, la Guinée aussi, parce que le Libéria a été pendant très longtemps un pourvoyeur de guerre et surtout d'anciens soldats qui contribuaient à la déstabilisation des pays voisins. Et je pense que sur tous ces plans-là, George Weah est attendu et très attendu. Alors, je vous propose justement d'écouter George Weah sur ces deux priorités. Je crois fermement que le mandat écrasant que j'ai reçu du peuple libérien est un mandat pour mettre fin à la corruption dans la fonction publique. Et je promets de remplir ce mandat. Stéphanie Hartmann, deux priorités, la jeunesse et la lutte contre la corruption. En effet, la précédente présidente Ellen Johnson Sirleaf avait été citée dans plusieurs affaires de corruption. C'est aussi un mal qui mine de nombreux pays. D'ailleurs, c'est le sujet du sommet de l'Union africaine qui va s'ouvrir la semaine prochaine, la lutte contre la corruption. Et ce sera le premier déplacement à l'international de George Weah dans le costume de chef de l'État. Effectivement, les enjeux sont énormes. Une de ses priorités, c'est aussi l'accès à l'éducation pour tous, ce qui n'est pas le cas. Et on sait qu'aussi que l'éducation est à la base aussi d'un développement économique. Moi, je voulais revenir un peu sur le parcours de George Weah, où on parle beaucoup ancien footballeur, où il bénéficie effectivement d'une aura internationale. Tout le monde s'est précipité, ils étaient nombreux à vouloir assister à son investiture. Les Libériens sont un peu plus, non pas dubitatifs, mais peut-être moins enthousiastes, parce qu'ils connaissent George Weah depuis un bout de temps. Moi, déjà, en tant que footballeur, mais déjà en tant que politicien, ça fait 10 ans qu'il est dans le marigot politique libérien, qui connaît bien le reste de la classe politique, ce que Louis Magloire a appelé les dominants. Pas sûr qu'il y ait une sorte de revanche de la part de la population. Au contraire, quoi. Il y a de moins en moins cette division ethnique entre Afro-Américains et locaux. Et donc, les Libériens, il a fait ses premières nominations. Il a nommé un proche d'Ellen Johnson Sirleaf aux finances, qui avait quitté l'ancienne présidente il y a quelques mois. Il a nommé ses proches. Il a aussi nommé, on appelait le soutien du NPP, donc le parti de Charles Taylor. Il a un soutien fort en la personne du sénateur Prince Johnson. Donc les Libériens regardent ces premières nominations avec, pas de doute, mais avec intérêt et sans non plus grand enthousiasme. Voilà, ils attendent de voir ce qu'il va faire. Voilà, cela dit, on ne peut pas dire quand même qu'il n'a pas l'adhésion des Libériens, puisqu'il a été réélu à 60%. Bien sûr, oui, face au vice-président. Je dis qu'il n'a pas la même aura qu'on développe à l'international, où voilà. Oui, c'est vrai qu'en France, le petit partir de loin. Oui, c'est vrai que en France, les médias ont beaucoup. D'ailleurs, c'est rare que les médias s'intéressent à ce point à un chef d'État africain. Parce qu'il a fait une partie. Voilà, il a fait une carrière ici, ensuite. Voilà, il a beaucoup de relais dans les médias. Que ce soit presse écrite et autres. Je pense à Michel Denisot, qui lui-même a été patron du Paris Saint-Germain lorsque Weah était un footballeur international. Il est invité par Macron, etc. Donc je pense qu'effectivement, il a l'adhésion du peuple libérien, compte tenu du suffrage qu'il a eu. Il est parvenu à cette espèce de synthèse qui va peut-être éviter au pays les clivages ethniques, puisque donc Madame Taylor est une Congose, descendante afro-américaine. Beaucoup de cadres également du futur gouvernement. Donc, il incarne aussi un président de tous les Libériens, etc., et veut faire fi donc de ces clivages entre indigènes et afro-américains. Mais là, lorsqu'il dit, par exemple, dans son discours, je vais m'attaquer à la corruption de la fonction publique,
on est un peu plus sceptique. Bon, d'abord, donc, il ne se focalise que sur les fonctionnaires, sur les policiers qui rançonnent peut-être, etc., etc. Mais je crois que le grand problème du Libéria, c'est que c'est un pays qui a beaucoup de richesses, notamment de richesses minières, mais c'est que ceux qui sont censés représenter l'État ont signé des contrats ou ont dévolu des contrats d'exploitation de ces richesses, souvent à des aventuriers. C'est-à-dire ces concessions sont souvent aux mains d'étrangers sur la base de contrats léonins et qui, effectivement, tirent un profit absolument incroyable de ce pays et qui laissent des miettes, finalement, aux populations avec la complicité de dirigeants de haut niveau. Sans parler même de la pollution que tout cela génère, parce que Firestone, pour ne citer qu'elle, en matière d'exploitation de l'EVA, non seulement n'est pas très responsable sur le plan de la responsabilité sociétale des entreprises, mais pollue à tout va. Voilà. Donc ça... J'aurais aimé que Weah nous dise qu'il va combattre effectivement ces investissements, cette mainmise étrangère qui contribue, je dirais, à l'appauvrissement du Libéria. Alors, pour revenir un peu sur le nouveau gouvernement que vient de constituer George Weah, Stéphanie Hartmann rappelait qu'il a fait appel à des alliés d'Ellen Johnson Sirleaf. Est-ce que le changement peut se faire avec cette vieille garde? Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que les Libériens, par exemple, le taux d'électrification du Libéria est l'un des plus faibles au monde. On est à 2% d'accès de l'électricité sur l'ensemble du territoire. C'est même pas faible, c'est insignifiant. C'est déjà la première inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est que pour une présidente qui a été au PNUD, Ellen Johnson Sirleaf laisse son pays au 177e rang sur 188 pays les plus pauvres du monde, dans le monde. Donc ça, c'est l'indice de développement humain. Donc ça, c'est des enjeux qui sont très importants. Mais on ne peut pas s'attaquer à cela en faisant fi de tout ce qui doit constituer le mécanisme d'intervention de l'État. Et l'autre enjeu dont on ne parle pas, mais qui est aussi important, c'est celui de la justice, l'impunité. Pendant 14 ans, des mecs ont commis des crimes. On en a sanctionné quelques-uns, mais quand on prend Prince Johnson, je veux bien qu'on m'explique au nom de quoi Prince Johnson peut aujourd'hui se présenter devant les Libériens et constituer une alternative politique pour ce pays qui attend quand même mieux que ça. Il est devenu sénateur. Il est sénateur. C'est le résultat de la commission aussi, Vérité et Réconciliation. Oui, voilà. mais c'est... Il est sénateur dans des pays les plus peuplés, d'une des régions les plus peuplées. Oui. Et effectivement, là, Weah fait un preuve ancien de chef de réalisme. milice, Prince Johnson. Oui. Voilà. Qui a fait tuer Samuel Doe. Samuel Doe, il a fait découper en morceaux. Voilà. Un dernier mot, Oui, je veux dire sur le paradoxe, effectivement, où on a des multinationales qui sont prédatrices, et en même temps, quand il arrive aux affaires, George Weah, une des premières de ses paroles, c'est aussi à l'endroit des investisseurs. Venez investir dans notre pays. Donc, c'est la difficulté, comment on attire les investisseurs en leur proposant des garanties, des faveurs, tout en les obligeant à respecter l'environnement et la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Alors on suivra les premiers 100 jours du président George Weah. La répression de la marche pacifique du 31 décembre qui avait fait 6 morts ne semble pas avoir dissuadé le comité laïque de coordination, RDC, qui le 21 janvier a de nouveau appelé à manifester dans plusieurs villes du pays à la sortie des offices religieux. Selon l'ONU, le bilan serait de 6 morts et d'une centaine de blessés. Le récit d'Anaïs Renevier. Cela fait près d'un mois qu'elle vit cachée sans voir sa famille. Léonie Candolo fait partie du comité laïque de coordination qui a appelé aux marches anti-Kabila. Elle est visée par un mandat d'arrêt de la justice congolaise. Nous sommes des clandestins dans notre propre pays, nous sommes des clandestins dans notre propre ville et nous sommes clandestins chez ceux qui nous protègent. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très très difficile à vivre. Et cette clandestinité pèse sur nos familles, sur nos enfants. Et vraiment, je vous assure que tout ça simplement parce qu'on demande le respect de la loi, c'est vraiment pénible. C'est depuis sa cachette qu'elle a appris le bilan des répressions violentes à la sortie de la messe. Au moins 6 morts, des blessés et des centaines d'arrestations. Léonie pense aux victimes, mais aussi à la suite. Avec le ralliement des autres confessions religieuses, telles que les musulmans, les protestants, qui ont marché d'ailleurs, et les kimbanguistes, qui ont marché avec nous le 21, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et nous pensons vraiment que nous ne pouvons pas céder parce que nous nous battons pour tous les Congolais. Le comité laïque de coordination bénéficie de nombreux soutiens au sein de l'Église catholique, notamment celui du très puissant cardinal Laurent Monsengwo. Il a condamné la répression violente de la marche du 21 janvier par les forces de l'ordre.
Plusieurs membres du comité laïque de coordination sont recherchés par les autorités. Ils demandent au président Kabila de ne pas briguer un 3e mandat et se disent prêts à mener d'autres actions. Assane Diop, l'Église semble avoir pris la tête de la contestation anti-Kabila en RDC. C'est normal. C'est normal tout simplement parce que l'Église avait été sollicitée pour arbitrer des négociations politiques. L'Église les a arbitrées à travers la conférence des évêques. Et le 31 décembre 2016, il y avait eu un accord politique qui dessinait les conditions de la transition. Or, cet accord a été aussitôt foulé par la majorité présidentielle et par Kabila. On se souvient d'ailleurs qu'au lendemain de cet accord, qui répartissait les institutions de la transition et qui définissait exactement les conditions de la poursuite du mandat de Joseph Kabila, on se souvient que l'Église avait demandé en vain à être reçue par Kabila et c'était déjà un très mauvais signe que le fait que le président n'ait pas reçu ses représentants de l'Église. Donc le bras de fer est engagé depuis longtemps, c'est normal parce que l'Église quelque part a été humiliée. L'Église s'est engagée au nom des intérêts majeurs du peuple, à sortir même peut-être de son rôle, mais par tradition l'Église a une certaine autorité et cette autorité a été bafouée par le camp présidentiel. Donc le rapport de force au bras de fer est engagé depuis très longtemps. Et maintenant, évidemment, ce ras-le-bol atteint les fidèles. Et les fidèles s'organisent pour marcher, pour contester, pour dire oui, respectez non seulement la Constitution, mais respectez aussi notre Église que vous avez impliquée dans ces négociations et que vous avez voulu instrumentaliser et puis qui aujourd'hui, évidemment, réagit comme on le voit et réagit à travers nous. Et cette réaction est de dire à M. Kabila, respectez la Constitution, dites-nous que vous n'aurez pas de 3e mandat. Or, la réponse, c'est la répression. Et cette répression, ce n'est pas simplement une réponse à l'Église catholique, c'est aussi une réponse à la communauté internationale. L'ONU, à la veille, nous annonçait qu'elle a déployé des observateurs ici ou là, machin. Et ça n'a pas du tout empêché la même répression que celle qui a eu lieu le 31 décembre 2017, tout comme cette répression de septembre 2016 qui a fait plus de 50 morts. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui se passe en RDC, c'est exactement ce qui s'est passé au Burundi lorsque Nkurunziza a voulu un 3e mandat. À la fois un bras d'honneur à l'opposition, un bras d'honneur à la société civile, un bras d'honneur aux forces vives du pays, représentatives et religieuses, et surtout un bras d'honneur et une démonstration que l'ONU, cette diplomatie internationale est incapable de faire entendre raison à M. Kabila et à ses partisans. Louis Magloire Camaillou, il n'y a pas que l'Église catholique qui monte au créneau, les protestants, mais également les kimbanguistes sont impliqués dans cette contestation. Un peu moins que l'Église catholique quand même, parce que ce qu'il faut dire concernant... On a quand même entendu le pasteur Ekofo ces derniers jours. Oui, mais ce n'est pas la grande majorité, parce que nous sommes quand même dans un pays aujourd'hui qui est devenu un pays de religieux. C'est-à-dire qu'au-delà des églises installées, il y a les églises éveillées qui ont pris beaucoup de surface également auprès de la population. Les kimbanguistes notamment. Notamment les kimbanguistes. Donc c'est pour ça que je relativise. Ce que je voulais dire concernant l'implication de l'Église, c'est que nous sommes dans un pays où il n'y a plus d'autorité, du moins d'autorité légalement établie. Tous les mandats ont expiré depuis 2016 et donc la seule autorité qui existe et qui peut travailler du haut vers le bas, c'est l'Église catholique. Il y a un clergé qui est respecté, il y a des ouailles qui vont à l'église et qui respectent les consignes qui leur sont données. Donc aujourd'hui, face à une opposition qui n'existe plus, face à une société civile qui est un peu dépassée, même si elle essaie de tirer son épingle du jeu, face à tout cet affaissement-là, il n'y a que l'Église aujourd'hui en tant qu'autorité morale qui peut sortir la tête de l'eau et essayer d'apporter une certaine forme d'ordre dans le chaos de la RD Congo. Donc ça, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette même Église n'a jamais eu un parcours très linéaire au sein de la République démocratique du Congo du temps du Zaïre déjà. Oui, mais Mosengo a quand même dirigé la conférence nationale. Il a dirigé la conférence nationale. En dehors de cela, il a été sollicité pour sortir de cette crise politique. Mais ce que je veux rappeler, c'est que les rapports n'ont pas toujours été simples entre l'Église et le gouvernement à RDC. Je prends juste 3 exemples pour le dire. Le premier, c'est Joseph Kasavubu, le premier président du pays, qui était catholique. Lumumba était, du temps de la guerre froide, considéré comme un communiste, et donc il n'avait pas l'onction de l'Église catholique à un certain moment. Puis il y a eu... Mais Louis, on ne peut pas en permanence se tourner vers l'histoire
pour expliquer les réalités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la position de l'Église catholique et même des autres églises du Congo, cette position est claire. Ils veulent une alternance politique. Le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution. Bien entendu que, mais tout le monde, je veux dire, le passé de l'Église n'a pas toujours été clair au Congo, mais aujourd'hui, sa position est vraiment claire. Malheureusement, sa réaction se heurte à une fermeté du pouvoir. Stéphanie Hertmann, Mosengo est-il l'homme de la situation pour sortir de l'impasse? La nature a horreur du vide, c'est surtout ça. À défaut d'avoir un autre leader, effectivement, l'Église est devenue le Parce que dernier recours de l'opposition est tâtonne en ce moment. Le problème l'opposition est discréditée, c'est-à-dire que, non, je t'en prie, mais l'opposition ne mobilise plus, elle n'est plus capable d'imposer un rapport de force face à un pouvoir qui se maintient, face à un pouvoir qui crée la souveraineté, alors que je rappelle que quand même la première des souverainetés, c'est de protéger sa population, et on le voit, on a quand même des Congolais qui sont obligés de se cacher à l'intérieur de leur pays. C'est la plus grave crise humanitaire que même ait connue le Congo dans l'histoire récente. Il y a plus de 4 millions de déplacés internes. Donc il y en a un pouvoir qui est failli, et donc effectivement, dans ces cas-là, toutes les bonnes âmes, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et le cardinal Mosengo, le premier. Alors est-ce qu'il faut en faire après un président de transition? Je vous propose, plus sceptique. Je propose d'écouter le cardinal Mosengo qui, face à la violence utilisée par le pouvoir pour réprimer ces manifestations, s'interroge. Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et vieux, scandant cantiques religieux, munis des Bibles, chapelets, crucifix? Que veut-on au juste? Le pouvoir pour le pouvoir? Hassan Diop, Que veut-on au la question est posée. Que veut-on au juste? Le pouvoir pour le pouvoir. Et la réponse du pouvoir est qu'ils veulent se maintenir au pouvoir coûte que coûte, y compris en tabassant des fidèles des armées, y compris en s'attaquant à des leaders de l'Église, etc. Il n'y a pas de limite actuellement, en tout cas pour le régime de Kabila. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle dans leur détermination à vouloir rester au pouvoir. Donc ils tapent sur les fidèles, ils ne respectent pas du tout leur engagement auprès de l'Église, ils ne respectent pas du tout leur engagement auprès de la communauté internationale, malgré une mission de l'ONU ruineuse dont on a souvent parlé ici. M. Kabila et ses amis n'en font qu'à leur tête. Et encore une fois, je doute que ces élections aient lieu. Et là, ce que demandait la foule, c'était le respect de la Constitution, même le respect du droit de manifester librement et pacifiquement est inscrit dans la Constitution congolaise, mais c'est foulé des pieds par le régime. Kemayou, plusieurs personnalités congolaises comme le docteur Denis Mukwege disent se reconnaître dans la résistance du cardinal Mosengo et du pasteur Ekofo. Et il a d'ailleurs déclaré, je le cite, « Le temps où nous, Congolais, acceptions de subir la tyrannie des prédateurs est révolu. » Un commentaire? Mon commentaire, c'est que c'est normal. Nous sommes dans une tragédie, la tragédie du roi Christophe. On est en train de la revivre là, parce que de toute façon au Congo que ça se passait. Et on la revit aujourd'hui, version grandeur nature. Mon problème, c'est que nous sommes dans un cas de figure où l'Église catholique se présente aujourd'hui en RDC, un peu comme les frères musulmans en Égypte, il n'y a pas si longtemps que cela. Pardon. Laissez-le finir. Est-ce que je pourrais terminer au moins? Laissez-le finir. J'ai suivi une éducation religieuse de la part des frères des écoles chrétiennes, donc je suis très loin d'être un anticléricaliste. Ah non. Vraiment, loin de moi cette idée. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Église aujourd'hui prend une importance disproportionnée dans le jeu politique en RDC. C'est ce que je voudrais souligner. Parce que des manifestations comme celle-là réprimée dans le sang, c'est pas la première fois. Le 14 février 1992, rappelez-vous, l'Église... C'est Mobutu qui avait tiré. Il y avait déjà eu une descente de l'Église qui avait demandé à ses ouailles de descendre dans la rue, et ça s'est terminé dans un bain de sang. Parce que Mobutu ne voulait pas la réouverture de la conférence nationale souveraine. Donc, c'est pas une première. Mais la difficulté aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons, c'est que non seulement l'Église est légitime dans ce qu'elle dit, mais en face, on n'a pas de solution parce que non seulement les élections, comme le disait Hassan, n'auront probablement pas lieu. On fixe des élections le 23 décembre. Je suis certain que le 23 décembre, nous n'aurons pas d'élection. On appellera à nouveau à une concertation. Stéphanie Hartmann, c'est dans ce contexte tendu qu'arrive à la tête de la MONUSCO une magistrate très célèbre, Leila Zerougui. Que peut-on attendre
de son arrivée à la tête de la MONUSCO? Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de Congolais, beaucoup de mouvements citoyens demandent à la MONUSCO d'être beaucoup plus protectrice envers les civils et de pas. La MONUSCO joue un rôle seulement d'observateur durant ces manifestations où les casques bleus se promenaient, côté parfois des forces de l'ordre d'ailleurs. Il faudrait que la MONUSCO soit beaucoup plus offensive et protectrice plutôt des civils, vraiment, qu'elle les protège vraiment. Que la communauté internationale prenne acte que ce pouvoir est failli. Alors, du côté des États-Unis, on commence un peu. Moi, ce que je crains, c'est que du côté de la France, on soit encore en retard, comme du temps de Mobutu. On a continué à soutenir Mobutu. Et la Belgique s'est prononcée. Malgré... tout à fait. Oui, la Belgique est un peu plus courageuse que la France. Mais voilà, ces dernières semaines, on a beaucoup critiqué la position de la France. Les Congolais ont beaucoup critiqué la position de la France, qui semble défendre de façon générale. davantage ses intérêts, et particulièrement de la France, qui semble défendre davantage ses intérêts que les droits des peuples congolais, et encore une fois, qui serait à contre-temps de l'histoire. Ce sera le mot de la fin. Merci à Assane Diop de Radio France Internationale, à Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et à Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Vous pouvez revoir et réécouter l'émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.